Bonsoir les Itata et bienvenue sur notre plateau Faut causer. Nous vous accueillons avec plaisir. Nous sommes au mois de juin, ça y est. Fin d'année académique pour nos chers, nos futurs bacheliers. C'est le mois des révisions, c'est le mois des examens et évidemment la longue attente des résultats. Ensuite, le champagne, les festivités, la joie et bien évidemment le moment de réfléchir à l'après. Alors, c'est un moment, une étape que redoutent beaucoup de jeunes, notamment parce que voilà, c'est un grand vide qui s'ouvre devant eux. Certains le redoutent, mais certains l'attendent aussi. Alors, c'est le grand départ. On prend l'avion vers la France, alors il y a plusieurs destinations aujourd'hui, le Canada et d'autres lieux encore, où certains changent simplement de commune, ils changent d'habitude, ils changent de repère, ils changent de rythme. Mais sont-ils réellement prêts à quitter le nid? Sont-ils réellement prêts à faire face à la solitude du grand froid? Sont-ils prêts à gérer les problèmes, les galères d'adultes? Eh bien, écoutez, on va tenter de répondre à la question parce que partir, c'est un peu une condition pour grandir. On le voit tout de suite avec nos invités, tous les quatre. Merci d'être là. Merci à vous quatre d'avoir accepté, d'avoir répondu favorablement à mon appel à témoins. On va commencer tout de suite par vous, Monsieur Claude Bertrac. Merci d'être là. Merci une seconde fois de nous faire l'honneur de votre présence ici avec vos conseils très éclairés. Alors, Monsieur Bertrac, vous êtes ici en tant que père de famille, père donc de 3 enfants, dont un, l'aîné, qui est déjà dans la vie active, et 2 jeunes filles qui sont actuellement en études. Alors, ma première question, Monsieur Bertrac, avez-vous pleuré? Comment s'est passée la séparation avec vos enfants quand elles ont eu le bac, quand ils ont eu le bac? Très bien, hein, de manière sereine, hein, parce que, comment dirais-je, un départ, ça se prépare. C'est pas le lendemain du bac, des résultats qu'on réfléchit, est-ce qu'on va, où ils vont aller. C'est bien en amont. Et je dirais, bon, on aura l'occasion lors de ce débat d'en parler, mais je dirais dès la crèche, il faut déjà préparer le départ. Ah oui. Ah oui. D'accord. Ah oui. Parce que c'est déjà une première séparation. Oui, Lorsque l'enfant rentre à la crèche, c'est une séparation. Pour laisser ce petit bout de chou à des personnes étrangères, c'est pas toujours évident. Oui, à 3 mois. Voilà, 3 mois, des fois même moins. D'accord, on ne s'en rend pas compte parce que je me rappelle, c'est comme si c'était hier, cette séparation. La première fois qu'on a laissé l'enfant à la crèche, ça a été difficile. Et c'est là, je pense que ça a commencé cette réflexion pour l'après. La séparation. Pour l'après. D'accord. Eh bien, écoutez, on a hâte d'entendre un peu tout ça. Vous êtes évidemment le porte-parole de votre femme et vous-même. Comment vous avez fonctionné en tant qu'unité ensemble? On a envie d'entendre tout ça. Je me tourne vers vous, Cécilia Hérichet. Vous avez, 17 ans, le bel âge. Et vous êtes en train justement de passer votre bac et vous attendez évidemment les résultats. À l'heure où cette émission sera diffusée, vous ne l'aurez pas encore, ce résultat. Alors, première chose, comment appréhendez-vous cette période d'examen? Alors, cette période d'examen, je l'appréhende assez sereinement parce que toute l'année, j'ai travaillé relativement bien. Donc, mon bac avec le cours continu, je l'ai déjà. C'est vraiment pour la mention que je travaille aujourd'hui et que je vais me rendre, que je me suis rendue hier et avant-hier à mon lycée pour passer mes épreuves et que je me rendrai demain également pour travailler pour la mention. C'est ça. D'accord. L'excellence martiniquaise, chère Zitata. Merci. Et dans un instant, vous nous direz comment vous avez... Est-ce que vous préparez, j'imagine bien évidemment que oui, l'après dans un instant. Je me tourne vers vous, Cathy Amélie Lugeri. Merci d'être là. Vous aussi, vous êtes maintenant une habituée du plateau de Faut causer. Vous êtes donc thérapeute et également professeur de français. Donc, double casquette ici pour répondre à cette question. Exactement. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Et c'est vrai que je trouvais que c'était une question intéressante dans la mesure où on remet vraiment le jeune adulte, même l'enfant aussi, parce qu'il y a des mineurs au centre de la réflexion. Et puis aussi, avec cette question de partir du nid, ça suppose déjà d'emblée que le foyer familial représente quand même une protection, une sécurité, et ce n'est pas forcément toujours le cas. Et on a l'impression que parfois l'extérieur peut représenter une certaine hostilité, mais il y a quand même, il n'y a pas forcément une dualité, et c'est ce qui sera intéressant d'échanger aujourd'hui. Ah ben parfait. Monsieur Montanus Thierry, Monsieur Montanus, vous êtes CPE du lycée Acajou 2. Évidemment, vous êtes présent en tant que professionnel, vous qui passez parfois jusqu'à 8-10 heures, vous me direz si je me trompe, par jour, avec nos enfants, nos fameux bambins. Alors, comment vous les voyez, cette génération actuelle? Est-ce qu'ils sont prêts à partir, selon vous? À mon avis, on se fait plus de soucis qu'il n'en faut. Alors, c'est sûr qu'il faut préparer autour d'eux un certain nombre d'éléments leur permettant d'aborder cette phase-là avec sérénité. Mais je crois qu'ils sont très, très forts dans l'adaptation.
C'est vrai. En tout cas, ça fait bientôt 40 ans que je fais ce métier-là. Et l'expérience que j'ai des élèves qui sont partis et qui reviennent avec lesquels j'ai été en contact tout le long, c'est que souvent on a de l'appréhension parce que c'est naturel, hein. Mais quand c'est préparé, comme disait M. Bertrac, en général, les enfants s'adaptent très, très, très bien. D'accord. Alors, le succès dont vous parlez, est-ce qu'il est dû à une préparation? Est-ce que l'Éducation nationale met en place pour les enfants et pour les parents une prépa après-bac? Préparé au départ, non, je ne crois pas que l'éducation nationale l'éducation nationale donne des éléments, mais je ne crois pas qu'il y ait dans ce qui est mis en place par l'éducation nationale Mhm. pour la suite des choses qui sont véritablement constructives dans j'allais dire la façon dont ces jeunes-là vont aborder les difficultés auxquelles ils auront à faire face et qui sont d'une autre nature que de nature pédagogique, hein. Oui, c'est ça. Donc, sur cet aspect-là, on essaie de leur donner les armes. Bon, et je pense que ceux qui respectent les consignes, ceux qui respectent les conseils aussi qui sont donnés par les enseignants en particulier, arrivent à bien percevoir ce qui les attend. Mais je crois que la plus grande difficulté, elle est ailleurs que dans le pédagogique, elle est dans l'intégration des élèves parfois dans l'espace où ils arrivent et dans la façon dont ils vont C'est ce qu'on interagir dit. avec ce milieu-là. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Faire face à la solitude et aux problèmes d'adultes qu'on ne connaissait pas avant, faire les courses pour soi, etc. Monsieur Bertrac, je me tourne vers vous. Ça a l'air un peu facile, comme Monsieur Montanus le dit. Fort de son expérience de 40 ans, il vient de le dire. Est-ce que pour vous, ça a été aussi simple de voir ces 3 départs successifs? Simple, c'est beaucoup dire. Mhm. Comme je vous ai dit, le départ, ça se prépare dès la crèche. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas, c'est-à-dire qu'il faut être outillé. Et souvent, les parents, donc je ne parle pas seulement pour moi, je parle de manière générale, parce que j'étais aussi président de la Fédération des conseils de parents d'élèves, la Bien sûr. FCPE. Mhm. Donc j'ai eu à accompagner beaucoup de familles. Et souvent, je me suis rendu compte que beaucoup de familles n'étaient pas outillées, n'avaient pas, comment dirais-je, cette réflexion quant au départ. C'est-à-dire, on voyait, bon, mon enfant réussit, il s'inscrit dans tel lycée, mais il n'y avait pas, comme disait M. Montanus, le choc culturel, le choc des rencontres, des pensées, des habitudes, de la fête, etc. L'enfant est confronté à plein de choses. Mhm. Et l'enfant est confronté à une certaine autonomie, voire une indépendance. D'accord? C'est lorsque l'enfant à 7000 km qui vous dit, bon, ce soir, je vais chez ma copine, il ne vous demande pas est-ce que je peux, c'est je vais. En Martinique, la petite là va dire, maman, est-ce que je peux? Oui. Mais quand, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est mal en soi, hein, mais Oui. ça veut dire que le parent n'est pas préparé à ça. Et je crois qu'il faut se préparer. Et c'est pour ça que je dis que le départ d'un enfant du nid, j'aime bien l'expression, le nid, et comme disait madame, ça représente quand même une certaine sécurité. Et je vois, parce que j'aime beaucoup les émissions animalières, je vois la maman, peu importe, baleine, qui va accompagner son baleineau, ou peu importe, comme on voit dans les émissions. Et c'est pareil pour nos enfants, hein. Nous agissons, je ne vais pas dire comme des animaux, mais pas dans le sens comment dire, trivial du terme, mais dans le sens instinct. Instinctivement, on aime, on veut protéger. Et c'est pour ça que souvent les parents ne sont pas compris, parce qu'on veut tellement protéger, on a tellement, en tant qu'adulte, on a tellement peur du danger qui est de plus en plus prégnant dans cette société, qu'on a tendance à étouffer. Et c'est pour ça que je parle d'outils et de préparation. Mhm. Et lorsque je me rappelle, quand mon fils, à 3 mois, devait aller à la crèche, j'avais cette appréhension. Mais en fait, je me suis dit, si je ne le mets pas à la crèche, eh ben, il ne pourra jamais être un homme ou une femme. D'accord? Et je dois faire confiance. Je dois faire confiance aux autres. Et j'introduis cette notion. Le départ d'un enfant ne se fait pas seulement par les parents. Par exemple, M. Montanus qui est ici présent, nous avons, parce que mes enfants étaient à Acajou 2, nous avons longuement échangé. Nous avons aussi besoin du concours. Il a eu l'occasion de me recevoir dans son bureau. Nous avons eu des échanges. Bon, pas seulement lui, il y a les professeurs, il y a les enseignants, etc. Il faut cet échange, c'est-à-dire c'est toute une communauté. Et je dirais même c'est un pays qui accompagne. Mhm. Et ça introduit aussi la responsabilité de nos politiques. Collective, c'est ça. Oui, mais de nos politiques Oui, aussi. oui, d'accord. Par exemple, cette jeune qui dit demain elle doit partir, c'est le pays qui doit l'accompagner. Alors peut-être que je ne serai pas compris dans mon expression, mais ça je veux dire, nous avons une responsabilité en tant que peuple
de l'accompagner, c'est-à-dire qu'elle doit se sentir martiniquaise, avec un ancrage dans le pays, avec une responsabilité, je dois réussir. Voilà. Je n'ai pas une pression, parce qu'il faut, c'est pas je dois réussir Oui, pour dire je suis quelqu'un, je suis ingénieur, je suis docteur, je suis ceci, c'est ça. mais je dois réussir parce que ça veut dire que mon peuple, mon pays a mis tout en œuvre pour que je réussisse. C'est-à-dire dès la crèche jusqu'à... Avez-vous le sentiment que les jeunes ressentent ce que vous dites? Quand vous dites c'est tout un village qui accueille, qui doit accompagner un enfant, est-ce que les jeunes réellement... On va poser la question, tiens, à la jeune femme qui est juste à côté de vous. Ce que dit M. Bertrac est très intéressant. Est-ce que vous avez ce sentiment, il parlait, c'est pas une pression, mais de vous dire, il faut que je réussisse parce que la génération avant moi croit en moi, au-delà même de vos parents, évidemment. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a toujours une pression. Parce que même en tant que je suis cadette de ma fratrie, j'ai un grand frère qui, lui, a réussi, qui a réussi à être dans une grande école. Donc oui, il y a forcément une certaine pression de me dire, moi aussi, il faut quand même que Bien je fasse sûr. honneur à ma famille, à mes années d'études, à toutes ces années que j'ai passées au sein de l'école pour pouvoir dire, oui, j'ai réussi et oui, je suis contente de le faire. Super. On passe à vous tout de suite. Quand vous entendez ce mot pression en tant que thérapeute et face à vos élèves également, comment est-ce que vous réagissez, sachant que beaucoup de jeunes sont en dépression en France ou ailleurs parce que justement ils n'arrivent pas à faire face? Ouais, c'est assez intéressant comme question parce que on se rend compte que cette pression ne vient pas forcément du jeune lui-même, mais d'un désir de faire plaisir aux parents. Il y a aussi parfois, parce que là effectivement, vous intervenez en tant que père, on sent que vous avez vraiment une préoccupation de vos enfants, vous êtes renseigné, vous avez été aussi vers les acteurs qui peuvent être à votre écoute, mais il y a des parents qui n'ont pas cet automatisme, qui ont eux-mêmes peut-être des traumas liés à l'école et qui ont du mal en fait à se tenir en face de professeurs. Quand on a aussi des enfants dont on a du mal à s'occuper aussi, eh ben, il y a cette peur de se faire aider, de se faire accompagner. Et ça génère de la pression. C'est pour ça que c'est important, en tant que parent, d'aller vers des personnes peut-être compétentes et d'essayer d'instaurer un dialogue, de discuter aussi avec son enfant. Et cette pression aussi, elle peut venir du fait qu'il y a cette volonté de partir pour réussir, mais peut-être aussi, chez certains jeunes, il y a une urgence aussi à quitter le foyer parce que ce nid, il n'est pas forcément protecteur. Ça peut être, on a des familles qui sont dysfonctionnelles, il y a des familles aussi, on utilise beaucoup ce mot aujourd'hui, toxique, et parfois le jeune, ce qu'il voit, c'est de quitter le foyer. C'est pas forcément je pars parce que j'ai un projet, mais c'est je pars parce que je veux partir, en fait, j'ai besoin de liberté. Et ça, c'est des questions qu'il faut se poser et ne pas partir du postulat que dans toutes les familles, ça fonctionne, que toutes les familles ont accès à la connaissance, ont accès à ce qui pourrait les aider, et puis ont aussi les ressources. Parce que quand un jeune part, la pression aussi, elle vient du fait de est-ce que je vais pouvoir tenir mon projet sur le long terme? Parce qu'il y a les finances qui entrent en ligne de compte. Tous les élèves ne peuvent pas être boursiers. Certains sont obligés d'avoir un travail. Donc, c'est une réalité pour les jeunes qui sont déjà sur place dans le pays. Mais nos jeunes aussi qui partent de la Martinique ont cette pression aussi de se dire peut-être que là, pour la première année, ça va aller, mais qu'est-ce que ce sera après? Donc, ça va être aussi de gérer son budget, enfin, gérer des choses, faire fonctionner son foyer, si l'on veut. Parce que quand on quitte le foyer, ce n'est pas juste je quitte le lieu où je vis, c'est je quitte aussi un environnement dans lequel j'avais une certaine relation avec des personnes, ma famille, un certain environnement affectif. Waouh, d'accord. On était tous suspendus à vos lèvres parce que ce sont des réalités. Monsieur Montanus, en écoutant ce que dit Madame Lugeri à côté de vous, est-ce que quelque part, il n'y aurait pas une forme de désillusion chez certains enfants? Je ne sais pas hein, si je pose la question. Si vous en avez entendu parler, cette pression dont on parlait, et beaucoup de nos jeunes Martiniquais qui se retrouvent en dépression, etc. Est-ce qu'on ne leur vend pas un peu du rêve sur les études à l'étranger? Alors, je ne sais pas, le propos de Madame Lugeri me touche parce que... Non, me touche parce que ça remet en musique des situations que je vis tous les jours. Ça, c'est une vraie préoccupation. En revanche, en fait, les jeunes ne nous attendent pas pour aller chercher les perspectives. Moi j'aime les élèves. Et c'est pour ça que je fais ce métier-là. Mais je crois en eux.
C'est-à-dire qu'on a aussi tendance, nous, par rapport aux stéréotypes que nous avons, aux schémas qui sont les nôtres, on a souvent tendance à vouloir les ranger dans le tunnel qu'on a préimaginé pour eux. Mais ils ont des capacités, c'est ça que je veux vraiment défendre. Ils ont des capacités. Moi, je l'ai vécu avec ma propre fille, hein, qui était au lycée de Bellevue, une excellente élève, et qui m'a dit, papa, je veux faire de la danse, et je serai danseuse. Et c'est très dur d'entendre ça. Quand on a dans sa tête fait un schéma, on s'est dit, voilà, elle va faire ça, elle va garantir son avenir comme ça. Et qui, aujourd'hui encore, vit au jour le jour en faisant de la danse. Mais elle s'éclate et elle vit, elle aime ça. Alors, ce que je veux dire, et c'est très difficile en tant que CPE, quand on a des parents, qu'on reçoit des parents qui viennent vous voir, le gamin, il a 4 en maths, il a 5 en physique, et le parent vous dit, non, moi, je ne veux rien entendre. Mon fils, il faut qu'il fasse spécialité maths et spécialité physique. C'est tout. Il va prendre des cours, je vais payer des cours, etc. Et qui refuse d'entendre que l'élève, qui est le premier concerné, Oui, bien sûr. puisse dire, mais j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de faire autre chose. Donc, par rapport à votre question, moi, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas faire croire à tous les élèves qu'ils peuvent atteindre, j'allais dire, les objectifs fixés forcément par les autres, si il n'y a pas, à côté de, j'allais dire, de cet objectif-là, qui est souvent fixé par les autres, sans prendre, j'allais dire, sans faire attention à ce que veut véritablement le jeune, je crois qu'il faut faire la part des choses. Il appartient en responsabilité aussi à l'institution, au CPE, et je joue ce rôle-là, de dire, bon, ça, tu es dans un chemin de facilité. Avec un peu d'effort, tu peux te mettre en situation de... Et j'ai un exemple simple, j'ai un jeune de bac pro mécanique, qui est un excellent élève. L'entreprise dans laquelle il est en stage, une grande concession automobile de Martinique, veut le garder. Je lui dis, mais non, fais ton BTS. Parce qu'avec ton BTS, tu pourras voir d'autres horizons. Et cette même entreprise qui te veut là avec le bac pro, tu pourras négocier autrement ton salaire avec ton BTS. Tu pourras t'ouvrir d'autres horizons. Mais en même temps, j'entends, lui, et c'est ce que disait Mme Lugéris, lui, ce qu'il veut, c'est tout de suite ça. Hein? Parce qu'il n'est pas forcément dans un nid. Il n'est pas forcément dans un nid. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est toutes ces choses-là qui sont en tension, dont il faut tenir compte, parce qu'il faut remettre quand même au centre, je pense, le jeune. Voilà. Parce que cette réflexion-là qu'on a, quel que soit le point de vue qu'on a, celui qui est au centre, c'est le jeune. Et je pense qu'il faut entendre aussi leurs aspirations, tout en restant à notre place. Ce désir d'indépendance financière est à entendre également. Monsieur Bertrac, vous avez donc, on le redit encore une fois, 2 enfants en études et un 3e dans la vie active. Est-ce que vous avez eu le sentiment, en les laissant partir, d'abandonner un petit peu votre rôle de père? Non, parce que c'est pour ça que je reviens là-dessus, et votre question est intéressante. Sont-ils prêts à quitter le nid? Et c'est pas, sont-ils prêts? Donc, on parle des enfants, mais les parents sont-ils prêts aussi à les laisser partir? Et c'est pour ça que je reviens dès la crèche, j'insiste beaucoup. C'est toute une préparation d'une vie. C'est-à-dire, c'est déjà reconnaître l'enfant qui naît ne nous appartient pas. L'enfant qui naît aura sa propre vie. Et cette préparation, c'est pour ça que je vous ai pris l'exemple du baleineau, parce que je me rappelle, il y avait un petit baleineau qui était mort noyé à Fort-de-France parce qu'il s'était éloigné de sa mère. Et pourquoi? Et quelqu'un disait que le baleineau, il est équipé de radars, tout. Mais il ne sait pas encore les utiliser. Nos enfants, la jeune fille qui est là, elle est équipée, elle est très intelligente, tout. Je n'ai pas besoin de me dire, je n'ai pas besoin de voir ses notes, mais ça ressemble. Mais elle n'est pas encore équipée. Et c'est pour ça qu'elle a besoin de ses parents, mais aussi des adultes de l'institution. En d'autres termes, vous êtes constamment en contact avec vos filles qui sont... Absolument. Quand elles ont besoin de vous, vous êtes là. Ce n'est pas quand elles ont besoin de moi. Vous êtes là. Je suis là. Mais je suis là dans la discrétion, parce que c'est pour ça que je parle de l'exemple du baleineau qui s'était éloigné, d'accord. Mais à un moment donné, le baleineau, il grandit et il va s'éloigner. Et le départ du nid, à l'étranger, ou même voir en Martinique, hein, l'enfant peut faire, comment dirais-je, des études supérieures en Martinique, Bien sûr. et droit à laisser le nid
Parce que, bon, moi, j'habite le Lamentin, mais ma fille était en prépa à Bellevue. Je lui ai pris pour pouvoir favoriser ce départ, parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir permettre à l'enfant de partir, parce que ce ne sont pas nos biens, hein, d'accord, il doit faire sa vie. J'ai pris un logement sur Chelcher, D'accord. alors que j'habite le Lamentin, donc il n'y avait pas à Une forme de transition. une forme entre- de transition, D'accord. parce que de toute façon, je savais qu'elle devrait partir sur la métropole. Et ce qui est vrai pour un enfant ne l'est pas pour l'autre. Parce que sa petite sœur est partie avant elle, qui était beaucoup plus jeune, est partie avant elle, alors qu'elle, elle nous a dit qu'elle n'est pas encore prête. Et ça, il faut pouvoir l'entendre. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est un dialogue permanent entre enfants, parents, enseignants, institutions, et je reviens aussi, hommes politiques. Il ne faut pas qu'on les oublie. Non, non, parce que je me rappelle quand j'étais enfant, et ça m'a marqué, il y avait un conseiller municipal de mon quartier qui passait dans les familles, demandait les nouvelles, que devient-elle, et ça m'a marqué en tant qu'enfant. Et c'est pour ça que je dis que lorsque l'enfant part étant ancré avec les valeurs de son pays, C'est ça. il sait qui il est, et si cette petite part, elle doit savoir qu'elle est martiniquaise, d'accord, parce que souvent on dit, oui, on est par rapport à l'esclavage, etc. Je ne vais pas ouvrir le débat, mais je crois qu'on a suffisamment d'éléments pour savoir qui on est. C'est-à-dire, on est martiniquais. Après, quelle que soit la région, que ce soit le breton, que ce soit le parisien, tout le monde est troublé. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le martiniquais n'est pas plus parce qu'on a vécu l'esclavage, etc. Ça, c'est mon point de vue. Je ne suis pas un scientifique là-dessus, mais je le crois. Je sais qui je suis. D'accord. Et je crois que quand je discute avec mes jeunes, quand je dis mes jeunes, parce que bon, je m'occupe Vous aussi êtes de jeunes, entouré, voilà. tous les deux jeunes, Le domaine je leur donne des associatif, valeurs, oui. de manière, dire, il faut aller avoir la fierté d'être ce qu'on est. D'accord. Avec l'histoire, porter aussi l'histoire, on doit avoir cet accompagnement, de pouvoir porter cet accompagnement, de manière à ce que lorsque l'enfant part, pour revenir à la question, pour qu'il soit prêt. Et je fais le parallèle comme un sportif. C'est-à-dire, on prépare cet enfant, il a des capacités, peu importe, mais je veux dire, pour être un cycliste ou un footballeur, dès les premières années, on le prépare pour devenir champion du monde. C'est ça. Monsieur Bertrand, quand vous écoutons, est-ce que vous avez le sentiment que la distance a fragilisé ou plutôt renforcé votre lien familial avec, ou votre lien, votre affiliation avec vos filles, Non, vos enfants? si on attend la distance pour soit renforcer, soit éloigner, c'est qu'on a déjà échoué. Alors, vous êtes d'accord avec ça? J'ai envie de me tourner tout de suite vers, Mais Mais j'ai envie de peut-être vers notre thérapeute. M- Oui. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a autant d'êtres humains qu'il y a d'histoires et donc qu'il y a de comportements. Et donc, chez certains, effectivement, ça peut renforcer les liens parce que c'est au moment du départ, finalement, qu'il y a comme cette dépression qui était ça. déjà latente, qui se met en place et on se rend compte, mon enfant s'en va ou je m'éloigne de mes parents. Et donc, ça peut justement renforcer davantage les liens dans certains cas. Et dans d'autres cas, quand la structure familiale était déjà, on va dire, bancale, ça peut favoriser une rupture familiale. Mais dans les cas où ça renforce peut-être cette structure familiale, ça va quand même mettre en lumière, même si le foyer est sain, ça met quand même en lumière certains dysfonctionnements. Par exemple, un enfant qui va avoir du mal à s'adapter, qui a déjà de base dans son pays d'origine beaucoup d'anxiété, qui a une faible autonomie, qui a constamment besoin de s'en référer à ses parents pour prendre certaines décisions du quotidien, ça montre déjà qu'il va y avoir certaines failles. Et ce n'est pas forcément un renforcement des liens, mais c'est plutôt justement une dépression qui va se mettre en place. Parce que la dépression, c'est souvent, on a l'impression que la dépression, c'est « je suis triste ». En fait, la dépression, ça veut dire « j'ai plus d'énergie » en fait. Parce que tout à l'heure, tu as parlé il faut que le jeune sache qui il est, mais qu'il ait ses valeurs, qu'il les emporte, comme pour en fait être un peu, j'ai envie de dire, l'étendard en fait à l'extérieur et de son pays. Mais il y a des jeunes en fait qui sont vraiment en crise d'identité parce qu'ils ne savent pas qui ils sont et puis en plus, vu comment le monde est aujourd'hui, donc je ne vais pas tomber dans des clichés, mais il y a quand même les réseaux sociaux. Depuis le confinement, on s'est vraiment tourné vers les réseaux sociaux justement pour essayer de favoriser du lien social parce qu'on était tous éloignés. Et tout ça, ça fait qu'on a été exposés, notamment les jeunes, à d'autres modèles en fait. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui se mettent en place, plein d'idées, et les jeunes ont envie de s'affirmer, mais en même temps, ils ne savent pas ce qu'ils veulent revendiquer en fait. Et donc ils ont envie d'appartenir à un groupe, mais en même temps,
eux-mêmes, ils ne savent pas qui ils sont. Et quand on est jeune, déjà, notre cerveau n'a pas fini d'être construit, hein, parce que la zone qui permet de planifier, de prendre des décisions, ben, elle n'est pas aboutie, ce qui fait que parfois le jeune peut avoir des envies, vouloir faire des choses, et ce n'est pas forcément ce qui correspond à ce dont il a besoin. Donc je me suis un petit peu éloignée de la question, mais c'est ça. Donc en fait, je dirais que l'éloignement peut certes favoriser les liens, mais en même temps, ça peut être le révélateur des dysfonctionnements de la cellule familiale. D'accord. Cécilia, le bac bientôt en poche. Est-ce que tu te sens prête à ce qui se présente devant toi? Oui, prête, parce que comme je l'ai dit précédemment, j'ai déjà un frère qui est déjà parti du nid, il y a déjà 3 ans. Donc, il a un peu tracé le chemin, il s'en sort relativement bien. Donc moi, oui, ça va, je suis prête, parce que dans tous les cas, que je reste en Martinique ou que je parte en métropole, ce qui est possible, j'ai 2 options qui me restent encore à choisir. Dans tous les cas, j'aurai un pied à terre dans les 2 territoires, puisque mon père vit en métropole. Donc dans tous les cas, on ne peut pas dire non plus que je serai seule au monde dans ce territoire-là. D'accord, donc pas de frayeur en termes de logement, d'entourage. Logement peut-être, parce que même si on plus de la peur dans la façon de est-ce que je peux trouver un logement qui me correspond, parce que j'ai ma chambre, que j'ai depuis que je suis petite, j'ai mes repères. Est-ce que je vais vraiment me sentir chez moi dans ce nouveau logement qui va finalement m'accompagner peut-être pour des années. Est-ce que vraiment je me sentirais prête à me dire que oui, c'est bon, c'est mon nouveau logement, c'est ma nouvelle vie que je vais commencer, mes nouveaux repères? Ça, c'est encore la question. C'est ça, oui, parce que Monsieur Montanus, les enfants, ils ont grandi, c'est 15 ans derrière eux, l'éducation nationale, de la maternelle à la terminale. Ils ont 15 années passées avec la famille, les parents et vous, le système éducatif. Et là, on leur demande, que ce soit en termes d'études, de fonctionner différemment, le relationnel avec les uns les autres. Et encore une fois, ma question, elle reste la même au niveau de l'éducation nationale. Donc, vos collègues, les enseignants, est-ce que parfois ils ont ce retour-là des inquiétudes des enfants ou encore des parents, au-delà, vous parliez de ceux qui insistent sur le type de spécialité à apprendre, mais l'après? Moi, je crois que les enseignants ont souvent plus de stress que les élèves eux-mêmes. Je m'explique. Oui. La réussite des élèves, c'est un peu la réussite des enseignants. Et un enseignant qui investit dans ce qu'il fait, il essaie de transmettre aux élèves les éléments qui vont lui permettre de réussir. Et dans l'après, les enseignants attendent aussi du retour des élèves qu'ils ont formés, qu'ils ont vu partir, parce que c'est de la fierté aussi pour les enseignants. Mais ce que je crois, c'est que les jeunes ont le droit de faire leur expérience, de se tromper. Nous l'avons fait, nous. Ils ont le droit de faire des expériences, de se tromper. Ce qui est important, c'est le cadre. Alors, tu disais que tu as effectivement, tu ne seras pas étrangère complètement à l'espace où tu seras, parce que tu as des connaissances et non des moindres. Là où tu seras peut-être, tous les élèves étudiants qui deviennent étudiants n'ont pas forcément cette possibilité-là. Mais il y a une espèce, j'allais dire, de façon de se repositionner à toutes les époques. Tous ceux qui ont été expatriés ont trouvé la force de se retrouver dans des espaces plus ou moins sécurisés. Mais après, je crois que ce qui a changé, c'est la société. C'est ce que disait c'est la société. On a souvent aujourd'hui, en tant qu'éducateur, un regard très critique sur les jeunes d'aujourd'hui. Ils ne sont pas bons, ils ne sont pas plus mauvais qu'avant. Ce qui a changé, c'est la société. Ce qui a changé, c'est la société. Alors avec la période effectivement du confinement a aggravé les choses, et beaucoup plus qu'on ne le pense. Et donc, tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont en situation de partir doivent
se positionner dans un espace qui est totalement différent. Et qu'ils aient conscience ou pas, qu'ils sont porteurs d'une identité, je crois que ce qui est important, c'est qu'ils puissent être en paix avec ce qu'ils veulent faire, dans le sens où qu'ils soient respectés dans leurs objectifs, dans leur vision du monde. Et ce que nous faisons et ce que l'éducation nationale contribue à faire, alors pas de manière, c'est pas la pensée unique, hein, mais ce que l'éducation nationale essaie de faire, c'est d'ouvrir ces jeunes-là sur des horizons différents. C'est de leur donner des outils pour qu'ils puissent penser par eux-mêmes. C'est pas de leur dire il faut penser comme ça, il faut faire comme ça. C'est leur dire voilà les outils, et c'est pour les réseaux sociaux, pour l'information, leur dire voilà comment il faut avoir un regard critique par rapport à ce que vous observez, ce qu'on vous apporte. Alors, Monsieur Montanus, vous parliez justement de cette nouvelle société. Une question me vient. Ce fut un temps, ne pas partir était une honte. Certains jeunes le vivaient comme un échec. Et ceux qui partaient, qui allaient dans les grandes écoles vers la France, aujourd'hui la Belgique, le Canada, la Roumanie, l'Espagne, etc., j'ai le sentiment aujourd'hui que c'est tout l'inverse. Avec cette nouvelle génération, Cécilia et beaucoup de ses collègues, de ceux qui ont son âge, aujourd'hui, on a le sentiment que rester en Martinique, c'est plutôt le Saint Graal. Enfin, je peux me tromper. Qu'en pensez-vous, vous qui êtes avec eux? Moi, je crois qu'il y a un vrai retour en force de l'envie de rester ici. D'accord. Donc, on est d'accord. OK. Bon. En tout cas, pour ceux qui envisagent de partir pour revenir servir le pays et revenir chez soi. En revanche, je crois que faut pas qu'on se trompe, hein, les élèves les plus performants sur, j'allais dire, avec des projets qu'ils ne peuvent pas réaliser dans ce pays-là, qui est le nôtre, sont très clairs aussi par rapport à la façon dont ils vont donner une orientation à leur vie, dans un premier temps dans l'Hexagone et puis à l'étranger. Et on voit de plus en plus des jeunes qui sont, et on le voit dans les projets qu'ils développent et qu'ils présentent notamment aux équipes pédagogiques, on a aussi dans le vivier de nos élèves, des élèves qui sont destinés à être dans une élite, qu'ils ne peuvent pas toujours réinvestir dans ce pays-là. Et ça aussi, je crois qu'il faut l'accepter. J'ai par exemple 3 gamins là qui veulent travailler chez Dassault avec des projets très construits. Il est évident que s'ils veulent construire des avions, et c'est ça leur ambition, ils ne vont pas construire des avions ici. Donc, alors c'est une minorité, mais c'est une minorité qu'il faut accompagner. Oui. Et il faut les aider à croire en leurs rêves, parce que c'est tout à fait possible. Je crois que tous les parents aimeraient avoir des CPE comme M. Montanus. Hein, vous donnez envie, on vous écoute. Alors, vous avez eu peur, vous, M. Bertrac, qu'ils ne reviennent pas, justement, vos enfants? Est-ce que ça a été une question? Non, mais c'est ça. Mais je reviens à ce que je vous dis. L'enfant doit faire sa vie. S'il doit revenir, je serai un père heureux. Oui. Mais s'il ne doit pas revenir... Qu'est-ce que vous dites aux parents qui sont là, qui nous écoutent, nos itatas là, et qui se Écoutez les disent, enfants. bon, mes enfants, à la limite, 10 ans d'études de médecine ou 6 ans pour être avocat ou je ne sais trop, mais après, il faut qu'ils reviennent à la maison, il faut qu'ils prennent soin de moi, il faut qu'ils, tous les dimanches, les repas en famille, comment on a café? Non, Non. ça c'est leur vie. D'accord. C'est leur vie, c'est ça. Il faut apprendre à l'enfant à devenir indépendant et à choisir la voie qu'il désire. Comme a dit M. Montanus, sa fille était brillante et il aurait peut-être voulu qu'elle soit médecin ou j'en sais rien, ingénieur, mais c'est la danse. Je ne la voyais pas danseuse. Voilà, et il faut pouvoir l'accepter. C'est sa vie, c'est D'accord. l'équilibre. Vaut mieux avoir une fille danseuse qu'une fille médecin, puis après qui est en malheureuse, dépression, voilà. qui est... Voilà, parce qu'on s'imagine... On n'a pas à vivre, l'enfant ne doit pas vivre par, par procuration. L'enfant doit vivre sa propre vie. Moi, ma fille, je la voyais scientifique, elle avait un très bon niveau en maths. Et elle a préféré faire des études de commerce. Et moi, j'ai horreur de ça, personnellement. D'accord, ce type d'études-là, Oui. c'est sa vie. Oui. Donc, je dois respecter. D'ailleurs, je n'ai pas choisi. Et c'est pour ça que je dis la transmission. Mon père nous a toujours laissé choisir ce qu'on voulait faire. La seule chose qu'il nous a dit, il faut être quelqu'un de sociable, c'est-à-dire avoir une bonne
de bonnes valeurs dans la société. Mhm. C'est ça qui l'importait. Qu'on D'accord. soit ouvrier, qu'on soit agriculteur, qu'on soit technicien, qu'on soit ingénieur, c'est pas ça qui l'importait. Et j'ai reçu ça et j'ai transmis la même chose. J'ai toujours dit à mes enfants, faites ce qui vous plaît. D'accord. D'ailleurs, j'ai une de mes filles qui fait des études en médecine, pour ne pas le dire, mais c'est grâce à M. Treff, qui un jour l'a abordé. C'est son enseignant. Et elle est venue me le dire. Je lui ai dit, mais ma chérie, tu fais comme tu veux. Et c'est ça, l'encouragement que je veux donner aux parents, c'est apprenez à écouter vos enfants, à ne pas choisir pour eux, ni choisir si elle doit partir, si elle doit rester, mais à pouvoir dire, voilà, ça c'est possible, ça c'est pas possible. D'accord? Parce qu'il y a l'aspect financier, il y a l'aspect financier, et puis d'autres aspects. Si l'environnement là où l'enfant veut aller, on sent que c'est pas sécure, on va pas laisser l'enfant. On a cette responsabilité. Mais ça doit aller dans une discussion. Non pas D'accord. parce que je ne veux pas, mais parce que peut-être tu n'es pas prête. Mais c'était tout dans une discussion et avec l'institution, le CPE, le proviseur ou la proviseure, les enseignants, etc. Être à l'écoute de cet enfant. Ça, c'est très, très, très important. C'est très important. Est-ce que c'est aussi facile de ne pas se projeter? Monsieur Bertrac disait, Madame Lugeri, de ne pas se projeter sur ses enfants. Est-ce que vous avez le sentiment que cette projection-là peut ne pas se faire aussi facilement? Je ne sais pas si... En fait, pour ne pas se projeter, il faut déjà avoir une réflexion sur soi-même. Si à aucun moment on se pose la question de « je n'ai pas envie de me projeter » ou « qu'est-ce que je veux pour mon enfant », on va avoir du mal. Et puis, ce qui est aussi important par rapport à cette projection aussi, c'est qu'on va projeter sur nos enfants, ça peut être nos peurs, nos pensées, mais aussi nos croyances. Parce que tout à l'heure, on discutait et je veux faire comprendre aussi, peut-être qu'il y a des jeunes qui vont nous regarder, il n'y a pas de voix supérieure à l'autre. Parce que très souvent, on dit, voilà, c'est un élève, il fait partie de l'élite. Et je trouve que ça, c'est très dégradant, que ce soit pour celui qui a l'impression de ne pas du tout être dans le coup, ou pour celui justement sur qui on va faire peser aussi une pression, en fait. Et c'est pour ça qu'on en revient à qu'est-ce que l'enfant veut faire. Et puis surtout, c'est surtout est-ce que le projet de l'enfant, il est viable, en fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire, parce qu'effectivement, il y a des enfants, ils veulent faire des choses, mais après, à la clé, est-ce qu'il va pouvoir travailler? Bon, si ce n'est pas possible, ce n'est pas viable. Mais c'est surtout ça. Enfin, revenir à qu'est-ce que j'ai envie de faire, effectivement, qu'est-ce qui me plaît, et puis quelles sont mes compétences, parce qu'on n'a pas tous les mêmes compétences, et puis recommencer à valoriser, en fait, parce qu'il y a plusieurs types d'intelligence, on le sait aujourd'hui, il n'y a pas que l'intelligence mathématique ou linguistique, il y a des gens, par exemple, ils vont dans des champs, ils savent reconnaître telle fleur, telle plante, ça c'est vraiment une intelligence qui est exceptionnelle. Et on a tendance à valoriser toujours les mêmes types d'intelligence. Et c'est pour ça, je trouve que ça a été un petit peu gommé, justement, cette question d'élite, avec ces nouvelles réformes et puis le fait que maintenant, il y a les enseignements de spécialité, parce qu'avant, effectivement, on était en L, et tout le monde voulait aller en S parce que c'était la voie royale et il fallait devenir médecin. Et aujourd'hui, et même quand on faisait L, c'est-à-dire littéraire, c'était comme si on était un petit peu la voie un petit peu pauvre de... Oui, la voie de garage. Voilà, un petit peu. Voilà, sans compter toutes les filières professionnelles. Et aujourd'hui, je trouve que justement, les voies technologiques sont valorisées et on a des étudiants vraiment qui ont un très bon niveau en série technologique. Mais il faut le leur rappeler constamment parce qu'eux, ils ont l'impression qu'ils ne savent pas s'exprimer, qu'ils n'ont pas le niveau, qu'ils sont... alors qu'ils savent faire des choses, en fait. Et c'est leur redonner confiance. Et à partir du moment où on redonne confiance à l'enfant, il est capable de se débloquer et de déployer tout un tas de choses, en fait. Et on voit des enfants, à partir du moment où ils ont confiance en eux, au niveau de la scolarité, il y a des choses qui se débloquent. Ils parviennent à travailler, les résultats s'améliorent. Et je pense que c'est important de revenir à ça. Parce qu'on est dans une société où, déjà, on se compare tout le temps. Alors, si en plus on dit faire tel métier, voilà, c'est la voie royale, je trouve que c'est un peu méprisant, en fait, par rapport aux D'accord. autres. Alors, Parcoursup, vous connaissez les Itata? Ouais. Ce fameux Parcoursup, on en parle dans un instant avec vous, Cécilia. Mais la question que j'ai envie de vous poser, alors je vous donne rapidement le témoignage d'une jeune fille qui me disait il y a quelques jours que les résultats de M. Montanus de Parcoursup sont tombés, beaucoup d'écoles répondent négativement ou positivement, et elle me disait qu'elle avait fait beaucoup de demandes en Martinique et aussi en France, mais que malheureusement, dans sa tête, elle était sûre d'être prise en prépa dans son lycée actuel en Martinique. Elle a été, sa candidature a été rejetée. Et elle me dit, ma mère ne fait que
pleurer parce que le seul endroit où j'ai été acceptée sur Parcoursup, c'est à l'IFSI de Paris. Et donc, du coup, la maman, elle pleure parce qu'elles sont évidemment très proches, la maman et la fille. Elle pleure depuis 2 semaines, là, que les résultats sont tombés. Elle me dit, maman pleure tous les jours. On n'avait pas préparé les finances pour partir, on n'avait pas préparé d'appartement, on n'avait rien préparé. Donc, du coup, le départ, la séparation est terrible. Que dites-vous à une maman comme ça? C'est sur un court terme, elle doit partir. Alors, je vais lui dire quelque chose à part et je lui dirai quelque chose aussi devant son enfant. Il faut quand même retrouver son rôle de parent parce que là, elle est vraiment en train de reprojeter en fait toutes ses émotions sur l'enfant. Et déjà, l'enfant, il a une pression en fait. Donc, c'est difficile, mais il faut savoir en fait dire à l'enfant le fait que tu partes, voilà comment je me sens. Et puis, mais pas dire, ah, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ci. Parce qu'en fait, c'est le rôle du parent en fait, de prévoir toutes ces choses en amont. Alors peut-être là, effectivement, on n'a pas prévu, ça arrive, il y a des événements de vie qui sont difficiles. Et à part à la maman, je lui dirais effectivement, elle a le droit de pleurer parce que c'est quand même son enfant, ce n'était pas prévu. Et d'exprimer ses émotions. Ça, c'est quelque chose que j'ai tout le temps, d'extérioriser ses émotions, mais pas devant l'enfant, en fait. Surtout quand il est en train de se construire. Parce que ça fait qu'il y a des enfants, parfois, ils ont... Mais même moi, des fois, mes enfants, ils me disent, je vais rester avec toi toute la vie. Je leur dis, non, tu vas faire tes études, peut-être même tu vas partir, tu vas te marier, tu vas aimer quelqu'un. Et ça, c'est important, en fait, que l'enfant sache qu'il y a cette ouverture. Parce que ça peut faire des enfants, justement, qui restent accrochés aux parents. Et puis, c'est ça qui crée des dysfonctionnements et des regrets. Et on n'a pas l'enfant n'a pas à être la béquille du parent, finalement. Parce que quand on se met dans un état comme ça, l'enfant, il part juste faire sa vie, en fait. Donc, quand on se met dans un tel état, c'est que peut-être en tant que parent, on a des insécurités, des blessures, et que le départ, là, est venu réveiller, en fait, tous ces traumas, toutes ces insécurités. Et à ce moment-là, peut-être consulter, se faire accompagner, un petit coaching, ça ne veut pas dire qu'on est fou, Oui. parce qu'on aime nos enfants, c'est sûr, mais il faut faire attention. C'est ça, c'est ce que je demandais à M. Montanus tout à l'heure, ce qui a été mis en place, s'il y avait un parcours d'excellence post-bac, si l'Éducation nationale mettait ça en place. Alors, avant de revenir sur une question cousine de celle-là, M. Montanus, Parcoursup, comment avez-vous vécu cette période où il fallait s'inscrire, il fallait choisir, où aller? Est-ce que vous vous êtes senti soutenu par vos parents, papa en France, maman ici? Et comment ça s'est passé? Alors, Et depuis les résultats? beaucoup de stress Parcoursup parce qu'il fallait mettre les écoles vite, il fallait savoir ce qu'il fallait faire, même si la plateforme était ouverte depuis le début. On va dire il y a un certain déni que j'avais, je voulais pas trop regarder parce que je me dis non, c'est pas encore le moment. Du coup, j'ai mis du temps à aller sur Parcoursup et finalement quand je suis allée, j'ai commencé à me dire mais finalement qu'est-ce que je veux faire, etc. Est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je pars, est-ce que je reste? Et finalement les Parcoursup, les résultats, ça a été assez décevant pour certaines écoles que je m'attendais à voir que finalement je n'ai pas eu. Mais d'autres écoles aussi que je suis encore en les attentes. Donc je me dis qu'il y a encore une chance que je puisse y arriver. Mais par exemple, j'ai une amie qui, elle, avait mis Parcoursup, des vœux Parcoursup juste comme ça. Juste, elle s'est dit, bon, je m'aime, mais c'est pas sûr. Et finalement, elle se trouvait acceptée dans une école à Paris. Et là, justement, la question de se dire, est-ce que je pars ou pas? Parce que du coup, elle a eu des vœux ici en Martinique et des vœux en France. Et la question, parce que du coup, elle non plus, ses parents n'avaient rien préparé. Parce que pour elle, elle est restée en Martinique. Donc, il y a aussi ce choix qu'elle doit faire maintenant. Est-ce qu'elle part, est-ce qu'elle reste? Et c'est beaucoup de questionnements. Alors, sur Parcoursup, il y a une vraie opacité, une difficulté. Bon, je ne veux pas critiquer parce que bon, on a tendance à critiquer facilement les dispositifs quand ils se mettent en place. Mais la réalité, ce que l'expérience montre, c'est qu'il n'y a pas une cohérence dans la distribution de ce qui est proposé aux élèves. J'ai de très bons élèves qui n'ont rien eu, avec à côté des élèves beaucoup moins performants, puisqu'on parlait de performance, et qui ont eu des écoles que demandaient ces élèves qui sont très bons. Bon, je passe vite là-dessus. En revanche, par rapport à ce que disait Cécilia, c'est vrai que les élèves tergiversent beaucoup, parce qu'il y a un temps suffisamment long, quand la phase d'ouverture de Parcoursup est annoncée. Alors, il y a plusieurs phases, mais il y a une première phase aux alentours de mai, avril. Oui. Non, avril, ce n'est pas les résultats? Non, je parle la première phase d'inscription. Ah oui. Parcoursup début avril. Bon, souvent, les élèves attendent au dernier moment.
Ah, j'ai plus mes codes, je retrouve plus mes codes, monsieur. Est-ce que vous pouvez me C'est ressortir? inconscient. Donc, il y a un petit défaut d'organisation, je trouve, au départ, Mhm. qui fait que ça ne leur laisse pas suffisamment de temps pour maturer la réflexion par rapport à ce qu'ils demandent. Mais ce que je trouve dommageable, c'est qu'on ne se donne pas les moyens d'offrir suffisamment de place ici, chez nous, aux élèves qui souhaitent effectivement rester ici, pour qu'il y en ait qui se retrouvent à être affectés que... Il y en a qui sont affectés que sur un vœu en Guyane, moi j'en ai, qui ont mis pléthore de vœux, et puis qui me disent, mais monsieur, j'ai eu que la Guyane. Je ne comprends pas. Bon, donc il y a, de mon point de vue, une réflexion à mener sur cet aspect-là, parce que je ne suis pas sûr que tout soit mis en œuvre pour répondre aux préoccupations des élèves et de leurs familles, donc des usagers que nous sommes censés accompagner convenablement, parce que certains sont quand même à se retrouver face à une situation inattendue qu'il faut gérer dans les semaines qui se présentent là, et comment gérer, comment faire, puisque l'idée, c'est quand même pas par dépit, de demander aux jeunes de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Or, on a cette situation-là, des jeunes qui disent « Ah non, moi, je ne veux pas aller à tel endroit, et donc tant pis, je vais aller m'inscrire en langue, à la fac. » Enfin bon, vous voyez, donc ça, je crois qu'il y a une réflexion à mener par l'institution là-dessus, et singulièrement, je pense, dans nos pays ultramarins, puisque l'offre étant moindre, forcément, plus souvent, ce sont les élèves de nos espaces et puis des espaces un peu aussi en difficulté dans l'Hexagone qui se retrouvent à avoir des propositions qui ne correspondent pas forcément. C'est ça. Très bien, on passe tout de suite à la tribune digitale. Alors, la tribune digitale, vous le savez maintenant, les Itata, c'est la question d'un téléspectateur ou encore un témoignage. Aujourd'hui, il s'agit d'un témoignage très court que je vous partage. Je suis en fac de médecine. Je fais face à la compétition et au racisme. Je n'ai pas su m'adapter, et j'en veux donc à tous ceux qui m'ont boosté et qui ne m'ont pas préparé à ceux qui m'attendaient. Et ça revient à ce que je disais dès le début. Un enfant, c'est comme un sportif. On doit le préparer. Et ce n'est pas une question de niveau, et je vous rejoins, je te rejoins. Moi, je dis, et je le disais ça à M. Montanus tout à l'heure, là, un élève peut avoir 5 de moyenne, et l'objectif, c'est qu'il arrive à 10. Et pour moi, c'est un élève qui a fait de grands progrès, puisque nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Et je reprends ma casquette d'ancien président de la FCPE, que je disais, parce que le type d'école que je préconise en Martinique, l'école doit être moulée dans son environnement. Par exemple, à Foncé-Denis, il y a des élèves qui ne sont pas doués pour le côté cérébral. Ce n'est pas une honte, mais qui sont peut-être très bien dans l'agriculture. On a besoin des agriculteurs, d'accord, mais ça va faire calculer l'après-midi. Le matin, on a les trucs de base, maths, français, etc. Et puis l'après-midi, ça peut être l'agriculture. Là, si c'est à Sainte-Anne, c'est la pêche, l'après-midi, c'est la pêche, etc. Et puis les enfants qui sont doués pour la lecture, on le fait faire. Donc il faut repenser l'école, il faut repenser. Mais là, ce n'est pas le débat. Mais ça veut dire, ce que l'enfant dit là, on ne l'a pas préparé. Et c'est pour ça que je dis que la préparation de l'élève n'est pas seulement le parent, c'est le parent, l'institution, le cousin, la tante, etc. C'est un certain nombre d'environnements. Parce que je prends l'exemple de mes enfants qui ont la chance d'être entourés de pas mal de personnes, d'accord. Et quand ils sont en France, ils vont me dire, je vais voir telle tati, qui n'est pas forcément ma sœur, mais qui est une amie, voilà, tati, etc. Voilà. Et ça, il faut qu'on puisse retrouver ça. Ça, c'est notre environnement. Peut-être que ça ne se pratique pas en métropole ou en Italie ou en Amérique, mais nous, d'habitude, lorsqu'on avait quelqu'un qui était proche de la famille, on appelle tonton, tati, même maman, etc. On sait que ce n'est pas notre... D'accord. Mais on a perdu ces valeurs-là qui nous permettaient de trouver notre identité, notre ancrage, et les enfants ont besoin de ça. Et aujourd'hui, les enfants sont aussi préparés, et je veux le dire avant la fin de l'émission, il faut qu'on prépare nos enfants aussi à l'échec. Mais l'échec ne veut pas dire que l'enfant n'est pas compétent intellectuellement. Mais ça peut être, l'enfant peut être malade. L'enfant peut être malade, peut avoir, par exemple, 1 mois de maladie, couché, grave, ne peut pas aller. Et ça n'attend pas l'université. Que fait les parents? Parce que moi, j'ai été dans ce cas. Et tout de suite, j'ai pris l'avion. Tout de suite, j'ai été déjà pour la remettre sur pied. Et puis pour la préparer, pour pouvoir rattraper.
C'est aussi ça. Parce que tu pouvais le faire. Voilà, c'est ça. ça. Non, mais là, oui, je comprends. Mais si je ne peux pas le faire, mais l'institution, c'est pour ça que je parlais des politiques. Est-ce que la CTM est prêt à aider avec un bon dossier médical, etc., pour propulser? Parce que ce jeune-là ne m'appartient pas, appartient au pays. Et je reviens à la notion pays-peuple. Ça, c'est fondamental. C'est peut-être ça, Après, c'est comme mon point de disait vue. cet enfant, enfin cette étudiante, elle souffre du racisme aujourd'hui. Et c'est Oui. quelque chose. Donc, effectivement, elle dit qu'elle n'a pas été préparée. Peut-être qu'elle a entendu, mais c'est très difficile de conscientiser quelque chose qu'on ne vit pas. En fait, finalement, c'est l'expérience qui va faire qu'elle va se dire bah, il y a du racisme. Parce que quand on vit en Martinique, effectivement, bah, on est avec des gens avec qui on a grandi, on se ressemble plus ou moins, on vit en harmonie. Et puis finalement, on se déplace et on est confronté à une autre culture. Donc là, c'est quelque chose qu'elle n'aurait pas. Je ne sais pas si on peut vraiment se préparer à ça. Surtout, on aura du mal à se préparer si le parent lui-même n'a pas conscience que ce racisme peut exister. C'est quelque chose qui existe souvent avec les enfants métis, je le vois, où parfois le parent n'a pas conscience que ce racisme existe. Même l'enfant peut subir de petites remarques. Et souvent, nous, ici en Martinique, on va intérioriser beaucoup d'émotions, beaucoup de souffrances, beaucoup de remarques. Et quand on veut faire des études et qu'on part à l'étranger, nous-mêmes, on a dû intérioriser aussi certaines choses qu'on nous a faites pour pouvoir finalement bien passer, en fait. Je me souviens quand j'ai dû passer mon concours, je suis partie à Tours, même dans notre façon de nous préparer, de nous coiffer, ici on nous a dit, voilà, tu vas te coiffer comme ça, tu vas parler comme ça. Il y avait quand même une préparation parce qu'on est en face de personnes finalement qui sont différentes de nous et parfois l'étranger peut faire peur en fait, tout simplement. Absolument. Alors, merci à vous quatre. On va terminer notre émission en répondant à la question. On va faire un tour rapide, Juste une chose que je voudrais très dire. courtement. Oui, Ah très ben, écoutez, courtement. ça sera votre conclusion, Oui, Monsieur Berthaud. non, du parce coup. que par rapport au racisme, dans l'école, parce que dans toutes les écoles, hein, il y a ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Ma fille, dans son école, il y a un truc de blackface, hein, de son pain en noir. Elle m'appelle, papa, en pleurs, voilà. Je dis, attends, quelles sont tes valeurs? Qui tu es? C'est ça. Je dis, ça c'est eux. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais toi, tu as le droit de savoir qui tu es. Et je voulais terminer en disant que le succès, je voulais m'adresser à tous les parents demain. Le succès n'est pas un accident. C'est le fruit d'une planification, d'une stratégie et surtout d'un travail acharné. C'est-à-dire que les enfants doivent travailler, nous les parents doivent travailler, l'institution doit travailler pour D'accord. accompagner ce jeune au succès. Parce que Super. j'ai confiance, comme disait M. Montanus, j'ai confiance dans ma jeunesse. Nous sommes un peuple Très bien. intelligent. La preuve. La preuve. Alors, la preuve, est-ce que vous pouvez terminer, s'il vous plaît, votre conclusion? Eh bien, que je dirais que finalement, la préparation, je suis totalement d'accord avec lui, ça se prépare. Et être prêt pour partir du nid, ça dépend de chacun. Moi, personnellement, je suis prête. J'ai hâte. Vous avez entendu, monsieur, madame, les parents de Je suis Cécilia? prête et j'ai hâte, mais ça dépend de chacun. Et voilà. D'accord. Merci d'être venu partager ça sur notre plateau. Simplement pour conclure, je pense que l'enfant va tout simplement reproduire ce que le parent a fait. Donc si vous avez l'impression d'avoir bien agi, en fait, l'enfant va tout simplement reproduire la même chose. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Il vous a vu bien faire les choses, donc il saura se débrouiller là-bas. Super. Et monsieur Montanus, le mot de fin? Oui, je crois que tous ceux qui sont en charge de l'éducation, à commencer par les chefs d'établissement, ont un souci, c'est de tout mettre en œuvre pour que les élèves puissent atteindre leur objectif. Mais je crois que le politique doit permettre à tous les jeunes, y compris ceux qui n'ont pas des parents comme M. Bertrand ou moi, qui peuvent se déplacer si l'enfant a une petite dépression, de trouver Des dans solutions. l'espace où il est une structure, un endroit où on l'aide à se reconstruire, où on l'aide à continuer. Et je crois que c'est ça aussi la solidarité qu'on doit développer. Super. À bon entendeur, salut. J'espère que vous avez trouvé des réponses à la question que nous avons posée. En tout cas, sachez-le, rappelez-vous, partir, c'est très bien, mais c'est surtout ce qu'on devient en chemin qui est important. Bonne soirée.